Bonjour, d'abord. On dit souvent que l'environnement affectif et social des premières années de l'existence peut avoir des conséquences durables, voire permanentes, pour le reste de notre vie. En cas de stress psychologique douloureux, dépression et anxiété, à des degrés divers de gravité, figurent au premier plan de ces conséquences, avec ce qui s'ensuit de difficultés d'apprentissage et d'insertion sociale, ou des capacités à faire face à des situations traumatiques au cours de la vie adulte. Cela fonctionne d'ailleurs dans les deux sens, et même si on s'y intéresse moins, il est clair qu'un environnement psychologique favorable peut donner aux futurs adultes certains avantages. Ces effets à long terme, les conditions de vie pendant les phases postnatales de maturation cérébrale, phase particulièrement prolongée chez les humains, reflètent forcément des modifications structurelles. Ces modifications concernent la construction fine des réseaux de neurones, très actifs pendant cette période postnatale, et des changements épigénétiques de la structure de la chromatine dans le noyau de certaines cellules cérébrales, pas forcément les seuls neurones, avec leurs conséquences durables sur l'expression génétique. Des modèles animaux existent qui permettent d'analyser les mécanismes qui sont mis en cause au cours d'un stress périnatal aux conséquences prolongées chez l'adulte. Je vais faire appel à l'un d'entre eux, c'est la séparation maternelle chez la souris ou chez le rat. Ce test consiste à séparer la mère de ses petits entre le 10e et le 20e jour de la vie postnatale chez la souris en tout cas. Il est impossible d'établir une correspondance humain-souris, mais pour aller un peu dans cette direction, j'indique que la puberté chez la souris s'installe vers le 30e jour de la vie postnatale. Pour aller droit au but, la séparation entre le 10e et le 20e jour a des conséquences néfastes que je vais décrire, mais dont il est important de préciser qu'elle ne s'installe pas si les petits sont séparés de leur mère, soit avant, soit après cette courte période de 10 jours, qu'on pourra donc définir comme période critique pour la maturation des régions cérébrales impliquées dans la gestion des comportements de type dépressif ou anxieux, comme on va le voir. Ces régions sont souvent engagées dans le traitement des émotions et dans les fonctions cognitives. Elles sont localisées à différents niveaux de la structure cérébrale, dont le cortex préfrontal, les noyaux de l'amygdale, l'hippocampe ventral, l'aire tegmentale ventrale et quelques autres. Il ne s'agit pas, en effet, de faire ici un cours d'anatomie ou de génétique en 7 minutes, mais de prendre conscience que les conséquences pathologiques d'un stress au cours d'une période brève mais critique de la vie postnatale ne relèvent pas de la magie et s'inscrivent dans des modifications de longue durée de structures cellulaires et moléculaires. Ces phénomènes biologiques sont donc accessibles à l'expérimentation chez les animaux non humains, ce qui a récemment permis des progrès importants dans notre compréhension des mécanismes moléculaires qui président à l'installation de ces pathologies. Évolution oblige, des maladies psychiatriques chez les humains seront ainsi probablement éclairées au niveau de leur étiologie, ce qui aidera, n'en doutons pas, au développement de stratégies thérapeutiques originales. Il peut être rappelé que chez les souris ayant subi la séparation maternelle, le comportement pathologique se met en place chez l'adulte à la suite d'un stress complémentaire, par exemple une défaite sociale. Cette défaite, chez les souris ou chez les rats, consiste à les exposer à un congénère dominant. C'est à la suite de cette défaite que peut s'installer un comportement dépressif ou anxieux, en tout cas pathologique, chez l'animal de laboratoire. Je dis bien peut s'installer, car tel n'est pas toujours le cas. Un nombre important d'animaux, environ la moitié, sont résilients, ce qui veut dire qu'ils ne développent pas de comportement pathologique mesurable, en tout cas par les tests utilisés. Cette question de la résilience est évidemment très intéressante, car si on en comprenait les mécanismes, cela pourrait donner accès à des approches thérapeutiques encore à découvrir. On peut penser à des différences génétiques, encore que ces animaux de laboratoire soient en général des clones génétiques, ou à des variations dans le développement cérébral liées au hasard, ou déterminées par des différences environnementales incontrôlables ou passées inaperçues. Et si j'ai abordé cette question de la résilience, c'est en raison d'études récentes
qui porte non pas sur le cerveau, pas seulement en tout cas, mais sur le microbiote, c'est-à-dire sur ces milliards de bactéries qui peuplent notre intestin et dont certaines fonctions neurologiques commencent à être analysées par les microbiologistes et les neurobiologistes. Le microbiote est composé d'espèces bactériennes très diverses, suivant un équilibre qui peut être modifié par l'environnement, dont le stress postnatal, et qui, selon certaines études, récentes en tout cas, distinguerait les résilients et les autres, au point que le transfert fécal à partir d'une souris résiliente, je n'entre pas dans les détails de l'opération, peut induire la résilience chez un congénère. Ces interactions physiologiques entre les bactéries intestinales et le système nerveux sont à l'origine de ce qui est aujourd'hui désigné comme le psychobiome, même si l'étude des maladies neurologiques, et pas seulement psychiatriques, pourrait aussi bénéficier de cette convergence imprévisible entre la microbiologie et les neurosciences. Imprévisible, mais qui ouvre sur l'idée d'utiliser des bactéries pour soigner le cerveau. Du rêve peut-être, mais un rêve qui a déjà convaincu un certain nombre de laboratoires à étudier les signaux échangés entre les bactéries intestinales et le cerveau, ainsi que les canaux empruntés par ces signaux. Au-delà de l'intérêt de l'ensemble de ces travaux pour mieux comprendre la diversité des réponses individuelles face à une situation traumatique identique, ce que nous venons de constater avec la récente pandémie du Covid-19, une autre leçon peut être tirée de la dernière partie de cet exposé et de l'imprévisibilité de la rencontre entre les neurones et la flore intestinale. Le président Macron a annoncé que le budget de la recherche publique serait augmenté de 5 milliards pour atteindre enfin 1% du PIB, comme c'est déjà le cas pour nombre de grands pays scientifiques, dont l'Allemagne fédérale. Puissent les pouvoirs publics comprendre qu'il est essentiel que cet investissement laisse une place importante à la liberté dans le choix des projets. Se donner le moyen de recruter les meilleurs, leur donner les outils dont ils ont besoin et leur faire confiance, c'est ainsi que se construit une recherche d'excellence et que se prépare l'avenir, y compris celui de l'innovation médicale et technologique. Je vous remercie.